Pourquoi est-ce que je dis que le jiu-jitsu brésilien est une discipline bizarre? Pourquoi est-ce que j'avance même le propos de mystérieux quand j'évoque cette discipline? Pourquoi? Eh bien, je vais te citer les 3 points qui articulent la session traditionnelle de jiu-jitsu brésilien, et par rapport à ces 3 points, nous allons voir la bizarrerie émergée de mon propos. Alors, je te suggère de regarder cette vidéo de bout en bout pour ne rien manquer par rapport à ces éléments que j'estime très convaincants, éléments issus de mon expérience personnelle. Alors, c'est parti. Bonjour, je suis Jean-Serge Boulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien, alors que tu me vois ici dans une session de mobilité avec Tom. Je voudrais commencer par le point de l'échauffement. Pour moi, c'est quelque chose d'assez irritant. Alors au début, c'est très fun, on est content, on bouge dans tous les sens, on est avec les copains. Ça met une certaine atmosphère très plaisante qui te fait comprendre que tu rentres dans une session. Mais avec le recul, comme c'est mon cas, avec toutes les études, tout ce que j'ai pu fouiller, toutes les personnalités que j'ai pu écouter par rapport à ce sujet précis de l'échauffement, je me dis, on a vraiment mieux à faire que de courir autour du tatami. Attention, je le dis, c'est mon opinion, mais je reconnais que c'est pratiqué dans la planète entière. Et ce n'est pas parce que c'est pratiqué que ça reste une bonne idée. Donc, mon opinion est qu'on pourrait faire beaucoup mieux, beaucoup mieux, étant donné la richesse des compétences à acquérir dans l'univers du jiu-jitsu. Le deuxième point est la technique. Alors là, c'est quelque chose. Déjà, figure-toi que moi, quand j'arrivais, il était question, par exemple, d'apprendre depuis la garde fermée comment attaquer une clé de bras. 15 000 étapes pour les débutants qui ne comprennent pas grand-chose ce que j'étais. Ensuite, travailler sur un adversaire qui est très coopératif, c'est-à-dire résistance 0, et donc essayer de retrouver les détails qui étaient évidemment trop longs, pas assez de temps dans un environnement, dans une session de grappling normale, ordinaire, traditionnelle, et puis voilà, c'était terminé pour la technique. Aujourd'hui, les mêmes techniques, je veux dire, l'environnement de la garde fermée. Tu peux l'étudier à tête reposée depuis ton écran de téléphone en regardant l'un des très grands phénomènes de tous les temps par rapport à ce sujet-là, Monsieur Roger Gracie. Évidemment, tes coachs ont de l'expérience et ont eux-mêmes aussi probablement une très bonne idée sur le sujet, mais ça ne sera certainement pas, je pense, c'est mon avis, aussi précis que les détails apportés par Roger Gracie, qui a prouvé en compétition qu'il avait une expression très particulière dans cette position-là. Et ce n'est pas tout, qui prouve qu'il a surtout décortiqué sa performance de sorte à la rendre digeste pour le plus grand nombre. Autrement dit, c'est l'un des rares athlètes à s'être très bien converti de sa situation de performer vers une situation de coach. Il est tellement rare que c'est aussi celui que mentionne bien volontiers John Danaher comme étant l'athlète
Il en a deux qu'il cite, John Danaher, bien sûr, il y a Gordon Ryan et Roger Gracie. Ce sont des athlètes qui ont bien su se convertir de leur statut d'athlète pur vers un statut de coach par rapport à la façon dont ils ont analysé leur performance et le jiu-jitsu dans son ensemble. Donc tu vois, tu peux aller en ligne et étudier Roger Gracie et donc prendre le mindset de Roger et le downloader dans ton esprit. Évidemment, ça ne te rend pas très compétent, mais ça te rend très instruit. Et c'est là que tout démarre. Avoir une information ordonnée, étoffée et de qualité supérieure. Mais si je reviens à mon exemple de la gare fermée, en situation de cours, etc., tu comprends bien que les informations se bousculent, il n'y a pas vraiment le temps d'effectuer la technique de sorte à commencer à engranger cette compétence. Puis après, il faut passer à autre chose, et notamment les combats. Et ça, c'est frustrant du point de vue de la progression, parce que les compétences ne s'installent pas. Parlons maintenant de ce troisième point qui est représenté par les sparring. Et là, c'est vraiment quelque chose parce que les wild sparring, c'est-à-dire les sparring ouverts, sont l'endroit où les athlètes sont conviés à un échange en toute résistance, un échange dans lequel ils sont dans un contexte de gagner ou perdre. Autrement dit, c'est un match réel. Il ne s'agit pas de tester des compétences, mais il s'agit d'aller gagner. Pour le débutant que j'étais, c'était vraiment quelque chose de très submergent, parce que ne sachant rien faire, c'était évidemment un moment très frustrant. Parce que quand tu ne sais rien faire, la seule chose qui te reste, c'est la débrouillardise avec les moyens du bord. Ce n'est pas tout. Et heureusement pour moi, j'ai quand même eu le réflexe très tôt d'avoir toujours une vidéo pour essayer de récupérer des données par rapport à ce que je faisais. C'est un feedback qui est sensationnel, que je te conseille d'ailleurs de mettre dans ton protocole si ce n'est pas encore fait, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans ton parcours. Et souvent, c'était le seul feedback dans ces situations de sparring que je pouvais avoir pour moi-même, à moins de te retrouver à faire un sparring avec le coach qui pouvait te coacher. Là encore, c'est biaisé parce qu'au lieu d'apprendre une compétence, tu te mets à te mesurer à ton coach. Donc ça n'a pas de sens, ceinture blanche, ceinture noire, à moins de définir des tâches précises qui permettent à la ceinture blanche d'évoluer dans quelque chose, ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, je le dis avec encore plus de fermeté, une ceinture noire dans un wild sparring avec une ceinture blanche, sans guidance, sans tâche précise, pour moi, ça n'a aucun sens. Le quatrième point, c'est la note d'espoir dans l'histoire que quand tu es dans un environnement comme ça, l'idée c'est de trouver une bande de copains et de venir dans les heures creuses ou un peu en amont, un peu en aval de la session et d'essayer de mettre en place un travail, un protocole qui vous permette d'avancer parce que les cours stricto sensu font prendre beaucoup de temps, de détours et souvent avec ces sparring wild, ça va être les blessures, la frustration,
des choses qui sont, ma foi, inévitables bien souvent. Si cette vidéo t'a plu, je te suggère de partager le contenu autour de toi, de liker, de commenter, de faire toutes ces belles choses qui font plaisir à l'algorithme, évidemment, mais à moi aussi. Et je te dis à la prochaine.